Bonjour Michel Bujani. Bonjour Claude Tran. Vous avez été élu en mai dernier au Congrès de Genève, président national de l'AMOPA. Où en êtes-vous après 6 mois d'exercice? Eh bien, quand j'ai été élue à Genève, quand j'ai eu le bonheur d'être élue à Genève, je bénéficiais d'une bonne connaissance de l'AMOPA puisque j'avais exercé pendant 4 ans la fonction et la mission de secrétaire général. Donc je connaissais, je ne vais pas dire parfaitement, mais je connaissais bien dans toutes ses dimensions les atouts mais aussi les faiblesses de notre association. Et en fait, dès le départ, j'ai choisi dans un premier temps de me polariser sur les faiblesses. Et à mon avis, il y en avait 2 d'échelles très différentes. Il y avait d'abord un manque de visibilité, de reconnaissance, en particulier par les grandes institutions, mais aussi un problème de recrutement et quelques sections qui étaient en grande difficulté. Donc ce sont les 2 éléments qui m'ont intéressée, préoccupée d'emblée. En ce qui concerne la visibilité auprès des institutions, tout restait à faire ou presque, et je me suis empressée de demander des rendez-vous, en particulier bien sûr auprès du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. J'ai eu un très bon retour et dès le 16 octobre, j'ai eu l'occasion avec un des vice-présidents de rencontrer le chef adjoint du cabinet de Gabriel Attal. L'accueil a été particulièrement chaleureux, très prolongé, et nous avons eu tout loisir de présenter les actions et les projets aussi de l'AMOPA, qui sont, comme vous le savez, très variés en direction des jeunes et en faveur du rayonnement de la langue et de la culture française. Donc cette visite au ministère, cet entretien très précieux, nous a valu d'être invités d'abord à l'inauguration très solennelle par le président de la République de la Cité internationale de la langue française, avec laquelle nous avons un projet de partenariat qui serait assez naturel puisque nos buts et nos réalisations se rejoignent. Et puis l'AMOPA a également été invitée à la réunion annuelle des trinômes académiques qui aussi recoupe en grande partie nos actions locales aux échelles départementales et régionales. La deuxième priorité, qui était tout à fait urgente et aussi urgente, c'était d'aller au secours de quelques sections très en difficulté pour des raisons diverses, des raisons locales, liées au contexte local. Et grâce au soutien appuyé des autorités académiques locales, nous avons pu reconstituer, j'allais dire, des forces vives, remobiliser les adhérents fidèles, qui étaient restés fidèles néanmoins, et actuellement des bureaux se reconstituent pour une action opérationnelle vraiment à partir de 2024. Donc c'est une grande satisfaction qu'il n'y ait plus, si l'on peut dire, de trou noir ou de presque trou noir sur le planisphère de l'AMOPA. Là, c'était les urgences. Vous avez, par contre, lors de votre élection comme président de l'AMOPA, fixé à la gouvernance de notre association un certain nombre d'objectifs. Qu'en est-il aujourd'hui de cela ? Alors effectivement, lors de l'Assemblée générale de Genève, j'avais exprimé une triple nécessité pour l'AMOPA. D'abord parce que c'est présent dans nos statuts et que c'est quand même la vocation d'une association qui regroupe des intellectuels, de revivifier, de redévelopper la dimension culturelle de notre association, de moderniser notre communication et de l'adapter aux moyens locaux qui n'étaient pas encore suffisamment utilisés par nous en tout cas, et d'ouvrir l'association à l'international. Or, j'avoue que j'ai été fortement aidée, appuyée dans cette perspective par une nouvelle organisation du conseil d'administration en groupe de travail, ce qui fait que chaque membre de ce conseil, chaque administrateur a pu, au gré de ses possibilités, de ses opportunités, de ses facultés, de se joindre à un groupe de travail, en particulier, par exemple, sur les concours, sur le développement international, ce qui fait que des projets ont pu se mettre en place, être approfondis et vont ou se sont déjà mis en place, ont déjà été concrétisés.
Alors, en ce qui concerne l'affirmation culturelle, je regrettais que depuis quelques années, c'est vrai qu'il y avait eu la crise épidémique, il n'y ait plus de grandes conférences nationales de la MOPA, effectivement organisées à Paris. Et ce cycle de conférences qui avait été abandonné a repris dès la rentrée 2023 avec une première conférence organisée au lycée Henri IV avec le grand mathématicien et universitaire Georges Haddad. Et 3 autres vont suivre, l'une en février, l'une en mars et la 4e lors du congrès de Tours. Donc ce cycle de conférences a la grande satisfaction apparemment des premiers spectateurs, des premiers participants. Ce succès rencontré montre que c'était une demande, un besoin et qui commence à être satisfait. Le deuxième élément, c'était la MOPA vit quand même en 2023, donc elle devait rafraîchir ses moyens de communication. La revue de la MOPA a déjà été profondément modifiée lors des dernières mandatures, mais elle va s'ouvrir progressivement de nouvelles rubriques. Donc c'est une évolution douce, je vais dire, mais une évolution quand même résolue. Le site que vous connaissez, que beaucoup d'entre vous connaissent, ce site est mis à jour périodiquement, il avait été refondu il y a quelques années et il ne cesse de s'enrichir, on espère qu'il devienne de plus en plus interactif avec une présence forte des sections, c'est-à-dire pour montrer toutes les facettes des activités de la MOPA. Mais il y avait beaucoup à faire dans les moyens nouveaux, dans les réseaux qui sont tellement pratiqués de nos jours, et là, la MOPA était curieusement et cruellement absente. Grâce à plusieurs quasi-professionnels dans notre équipe du conseil d'administration, nous avons pu inscrire la MOPA dans ces nouveaux réseaux, en particulier Facebook et LinkedIn. Et le succès est déjà visible puisque la fréquentation de ces 2 moyens, de ces 2 médias s'amplifie de jour en jour. L'autre moyen qui est encore plus vivant et qui manifeste toute la vie de la MOPA, c'est la création sur YouTube d'une chaîne TV à MOPA sur laquelle on peut trouver toute une série d'interviews. Vous pouvez revivre un petit peu la vie de la MOPA depuis quelques mois et constater par vous-même qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il y a énormément de projets. La 3e priorité que j'avais fixée à Genève, c'était d'élargir notre présence internationale. Certes, la MOPA est déjà une organisation, une association internationale. On parle d'une MOPA monde, mais il y avait des manques et là aussi il y avait un peu des trous noirs, à savoir que des associations de l'étranger, il en existe, mais il pourrait en exister davantage en Europe et même dans le monde. Et là encore, j'ai bénéficié de soutien très puissant de la part de mes collègues au conseil d'administration qui se sont pour certains répartis la tâche et nous voyons déjà des effets extrêmement positifs et prometteurs. À Genève, nous avions signé une convention de partenariat avec Madame Cynthia Head, présidente de la Fédération internationale des professeurs de français. C'était, je dirais, une signature théorique, une signature pour demain. Eh bien, demain, c'est aujourd'hui, puisque nous sommes en train de finaliser l'organisation d'un concours d'éloquence internationale proposé à l'ensemble du réseau des professeurs de français dans le monde. Il y a beaucoup d'enthousiasme de la part de la MOPA et de la part de l'AFIPF. Autrement dit, c'est un très beau projet qui va s'épanouir en 2024. Encore plus récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer la présidente d'une toute jeune association qui a pris le nom des jeunes ambassadeurs francophones, qui consiste c'est un peu le principe du parrainage ou du mentorat, qui consiste pour une association ou une institution de parrainer un jeune qui a envie de mener un projet en faveur de la langue française. Donc tout ceci pour dire que nous avançons beaucoup. Je finirai par parler d'un élément de la tradition amopalienne, mais du futur amopalien, c'est le don du livre. Le don du livre, cette merveilleuse opération qui consiste à livrer des livres en français dans le monde entier avec des partenaires très puissants. Eh bien, le don du livre est très vivant, très actif. Il demanderait à avoir
une main-d'œuvre nouvelle, mais en tout cas ceux qui s'en occupent et qui sont d'une efficacité redoutable rencontrent un succès croissant dans des pays de plus en plus nombreux, et il y a un désir de don du livre, peut-être un désir de la MOPA et en tout cas un désir de la langue française. Après 6 mois de travail intense, les fêtes de fin d'année se profilent. Seront-elles pour vous un moment de repos? Oui, d'abord. Je ne dis pas que je les attends, mais c'est vrai que la tâche de la présidence de la MOPA est lourde. Je le savais au départ, je n'ai pas été déçue. Elle est effectivement très lourde, elle est passionnante, elle est enthousiasmante, avec des jours plus ou moins fastes, mais en tout cas le bilan pour moi est extrêmement positif. Effectivement, cette tâche lourde pèse parfois un peu fort sur les épaules, et c'est vrai que c'est 8 jours, puisque je m'octroierai 8 jours entre Noël et la nouvelle année pour me reposer en famille et retrouver des forces vives. Il n'empêche que la MOPA ne s'arrête jamais et que je crains que certains de mes amis et collègues me téléphonent quand même, ce qui veut dire que ce sera une pause bienvenue, mais tout de même aussi les prémices d'un nouveau départ. J'en profite, Claude, précisément, puisque je viens de parler de fin d'année, pour vous fêter, vous tous qui regardez ce reportage, une excellente année 2024, mais bien sûr que ces vœux vont d'abord, parce que Amopa oblige, à tous les Amopaliens, à tous mes amis très précieux du Bureau national et du conseil d'administration, de même que l'ensemble des équipes des sections de l'Amopa, en France, dans les territoires ultramarins et dans le monde. Donc à tout cela, je souhaite une excellente année 2024 et une merveilleuse année pour l'Amopa grâce à eux. Je vous remercie.